Espace TV, le 22h. Vous êtes des millions à nous suivre en Guinée et à travers le monde. Merci pour la fidélité. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'effondrement d'un immeuble de 7 étages à Kaloum continue d'alimenter les débats. Officiellement, 4 corps ont été retrouvés. Les recherches se poursuivaient ce lundi pour retrouver des disparus. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, quant à lui, était face à la presse cet après-midi pour revenir sur ce drame. Les négociations entre syndicats, gouvernement et patronat ont repris ce lundi. Cette fois, les débats de fond ont été abordés à la différence des précédents jours. Pendant ce temps, les forces sociales, elles, appellent les citoyens à rester mobilisés. De nouvelles stratégies sont envisagées. Fini les élections présidentielles au Mali, place maintenant au décompte des voix. Le camp du candidat Soumaïla Cissé a animé un point de presse ce lundi pour dénoncer les irrégularités constatées par l'URD. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Peut-on parler d'une poisse qui frappe la Guinée? Les drames s'enchaînent et ils sont aussi graves les uns que les autres. Cette fois, c'est un immeuble de 7 étages en construction au quartier Koronti dans la commune de Kaloum qui s'est effondré dans la nuit du samedi. Officiellement, 4 corps ont été retrouvés sous les décombres ainsi que 2 blessés. De la nuit du drame à dimanche, les recherches se poursuivaient pour retrouver d'éventuels survivants. Fatou Kébé, Lamine Silla, leur reportage est rendu par Amadou Ouribari. C'est aux environs de 21h que cet immeuble de 7 étages encore en construction s'est effondré et selon des témoignages, ce drame était prévisible. Le propriétaire de l'immeuble se serait entêté à construire un L+7 alors qu'il ne pouvait faire que 4 sur recommandation d'un ingénieur qu'il a boudé. Cet immeuble n'est pas bien construit du tout. Il faisait des mouvements quelquefois bien avant. Nous qui vivons en bas de cet immeuble, nous avons beaucoup souffert. Nous avons entendu le bruit de l'immeuble la nuit là et ça nous a effrayés. Quelques minutes après, il s'est effondré. Aussitôt fait, les autorités concernées envahissent les lieux. Leur souci principal, s'organiser afin de retrouver des portés disparus. Ce qui fut fait toute la nuit du samedi jusqu'à dimanche matin par les unités d'intervention déployées sur le terrain. Oui, bon déjà il y a un premier corps qui est déterré, ça veut dire que nous aurons la chance de pouvoir déterrer les autres corps. Ce qui nous est signalé pour l'instant c'est 4 corps, si je me trompe, c'est 4 corps, donc il reste encore 3 corps qui sont ensevelis. Et c'est dommage, c'est triste, nous sommes nous-mêmes écœurés. Vous comprendrez avec nous que c'est un sentiment de consternation qui nous anime en ce moment. Et vous voyez comment la situation est là, tout le monde est en train de pleurer. La gravité de la situation ne permet à beaucoup de parler sur l'aspect technique de cette construction, car elle porte atteinte aux vies humaines. Mais cela n'empêche les experts en la matière de se poser des questions par rapport aux conditions de construction de cet immeuble. Qui a délivré le permis? Et quelles sont les indications qui ont été mentionnées sur le permis? Est-ce que le permis qui a été délivré, c'est effectivement pour un R+7? Est-ce que aussi celui qui a fait les plans est habilité à les faire? Est-ce que l'autorité, puisque même quand le permis est délivré, ce qui est écœurant ici, depuis que nous sommes venus, nous n'avons pas vu de panneau de chantier. Les autorités sur place ont compati à la douleur des familles éplorées. Elles envisagent des mesures nécessaires pour éviter de telles catastrophes à la longue. Ce n'est pas une première dans la ville de Conakry. En 2014, l'effondrement d'un immeuble a fait 2 morts et plusieurs blessés à Lambanji. Les agents étaient à pied d'œuvre ce lundi à la recherche d'éventuels corps qui pourraient être enfouis dans les décombres. Les autorités de la ville de Conakry et celles de Kaloum étaient présentes sur les lieux. Toutes déplorent les circonstances dans lesquelles ce drame est survenu. Le reportage d'Algassimou Yali Diallo et d'Ibrahima Souma est rendu en studio par Djibril Ba. Ces machines sont encore sur les lieux du drame et les fouilles continuent, afin de se rassurer qu'aucun corps n'est sous les décombres. Pour le premier responsable de la ville de Conakry, il est tôt pour tirer un bilan définitif. Puisqu'on n'a pas encore fini les travaux, on ne peut pas tirer le bilan. Parce que jusqu'ici, le doute plane. Les gens disent qu'il y a encore des gens qui se trouvent dans les décombres. Donc,
Il faut attendre que tous les travaux soient exécutés de dégagement, qu'on sache si encore nous avons des victimes sous les décombres. C'est en ce moment on parlera de bilan. Selon plusieurs témoignages que nous avons écoutés, les normes en matière de construction n'ont pas été respectées. La présidente de la délégation spéciale de Kaloum pointe du doigt la responsabilité des autorités locales. On n'a pas été vigilants et il n'y a pas eu de suivi. Sinon, nous savons que Kaloum est un presqu'île. Kaloum, nous devons veiller sur les différentes constructions qui sont en train de faire aujourd'hui à Kaloum. Parce que nous sommes sur une île. Le sable n'est pas trop stable. Mathurin Bangoura en appelle aussi à la responsabilité des uns et des autres. Nous demandons à cette population de se référer au ministère de l'Habitat. À chaque fois qu'un citoyen de la ville de Conakry aura besoin de construire une maison, qu'il se fasse enregistrer au ministère de l'Habitat, qu'il ait un permis de construction, et que le ministère de l'Habitat qui délivre le permis fait suivre les travaux par des ingénieurs. Parce que si vous voyez la qualité du travail qui a été effectué, le dosage, vous étiez sur le terrain avec nous, le dosage n'était pas du tout là. Désormais, il revient aux autorités du ministère de l'Habitat de prendre des mesures afin que ce genre de drame ne se reproduise plus. 48 heures après ce nouveau drame, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire était devant la presse ce lundi. Ibrahima Kourouma déplore les cas de mort enregistrés et promet que le propriétaire de ce bâtiment sera poursuivi, jugé et condamné. En accord avec l'Ordre national des architectes, le ministre entend lancer une opération de sensibilisation dès demain mardi à Kaloum. Mohamed Valek Touré, Abakar Dine, Camara pour le reportage. Au centre des débats, l'effondrement du samedi à Coronting. Le département en charge de l'habitat se montre préoccupé de cette situation calamiteuse qui a coûté la vie à 4 citoyens guinéens. Ce matin, en concertation avec l'Ordre des ingénieurs et architectes, il a été décidé la mise en place d'un bureau d'études qui va contrôler l'ensemble des chantiers. Il y a des problèmes qui se passent tant au niveau des ingénieurs et des architectes, mais aussi au niveau de l'administration, donc je veux dire au niveau du département. Le plus important pour nous était de nous retrouver pour que nous définissions de nouvelles méthodes qui puissent nous permettre non seulement d'éviter des situations de ce genre, mais faire en sorte que nous fonctionnons de façon collégiale. Je crois que c'est la chose la plus importante. On ne peut pas continuer, tous étant responsables de la construction, on ne peut pas continuer à travailler de façon séparée. Désormais, aucune construction ne se fera sans un permis de construction. Une nouvelle méthode que veut imposer le ministre Ibrahima Kourouma qui est partagée par l'ensemble des ingénieurs et architectes présents. Nous allons travailler de manière à ce que tous ceux aujourd'hui qui interviennent en matière de construction sur l'ensemble du pays, comme étant architectes ou comme étant ingénieurs, soient regroupés au niveau des différents ordres. Cela est extrêmement important et ça va être une obligation parce que nous allons proposer. De la même manière que l'on attend toujours qu'il y ait un sinistre, quel qu'il soit, pour ensuite se poser des questions. Mais c'était prévisible et vous en aurez encore des bâtiments qui vont se casser la figure. Il y en a déjà eu et vous en aurez encore. À partir de ce mardi, une équipe va donc être mise en place pour une opération d'investigation sur tous les chantiers pour éviter que le même cas ne se reproduise. Et puis en plus bref et en images, pendant ce temps à l'Insan dans Kindia, plusieurs citoyens sont bloqués depuis 2 jours à cause de l'impraticabilité de la déviation créée après l'effondrement du pont. Comme vous le voyez en image, les fortes pluies de la nuit du vendredi ont augmenté le niveau de l'eau qui a surplombé la nouvelle route. Certains citoyens essayent de traverser à pied malgré les risques qu'ils encourent. Le ministère des Travaux publics a rendu public un communiqué dans lequel il indique clairement son incapacité à faire face à cette nouvelle situation à l'état actuel des choses. Un point de presse était d'ailleurs prévu ce lundi pour revenir sur le cas l'Insan. Nous y reviendrons dès demain. Et comme on le dit souvent, un malheur ne vient jamais seul. Au kilomètre 36, l'une des principales conduites d'eau de la Sègue s'est déboîtée depuis le jeudi. À ce niveau également, aucune solution pour l'instant concrète n'est en vue. Pendant ce temps, plusieurs quartiers de Conakry restent privés d'eau à la pompe. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a effectué un déplacement sur les lieux
pour voir de près l'ampleur de la panne et l'état d'avancement des travaux lancés pour la réhabilitation de la conduite. Le reportage de Elisabeth Bongono est rendu en studio par Mamadou Sadio Paldé. Après le déboîtement de la principale conduite d'eau potable qui alimente la ville de Conakry, le Premier ministre s'est rendu sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Le chef du gouvernement se félicite de l'avancement des travaux de réparation et rassure les populations. Je suis heureux de vous dire que la Société des eaux plus le ministère, ils ont vraiment travaillé à remettre les choses en place. Tout est sur plan. On peut garantir aux populations de Conakry, d'ici le jeudi, l'eau va couler sur la grande conduite. Les conditions de travail, surtout pendant cette période hivernale, sont difficiles. En dépit de tout, les experts chinois ne baissent pas les bras. Avant la fin de la semaine, ils promettent le rétablissement total de la conduite. Maintenant, moi, donner la population, la semaine prochaine, l'eau, il faut passer. Donner la population. OK? Le directeur général de la Société des eaux de Guinée, au nom des travailleurs, s'est dit réconforté de recevoir la visite du chef du gouvernement. Il promet d'intensifier les efforts pour soulager les clients au plus vite. Il nous a encouragés, il nous a donné encore plus d'énergie, et au ministère et à la SEG. La SEG, tous on s'appuie sur l'entreprise qui a parlé, vous l'avez écouté. Après avoir écouté les experts et les responsables de la SEG, le Premier ministre rassure les citoyens que les foyers seront desservis en eau ce jeudi. Vulgarisation du protocole d'accord entre les ministères de la Santé, de la Justice en partenariat avec le CICR. Ce protocole s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions sanitaires et carcérales des prisonniers. La semaine dernière, des cadres des 2 départements et ceux de la Croix-Rouge ont échangé avec les administrateurs des centres pénitentiaires. À l'issue de cette rencontre, les participants exhortent les autorités à mettre en œuvre le protocole d'accord pour le bien-être des détenus. Mamadou Kalisso commente les images de Tierno Sardouba. La mise en place de ce protocole d'accord entre les ministères de la Justice et de la Santé permettra de prendre le relais du CICR qui se retire progressivement. Kindia et Labé constituent la dernière tournée de cette campagne de partage, d'échange et de sensibilisation des cadres locaux sur les conditions sanitaires et hygiéniques des prisonniers. En termes de conditions de détention, le CIC a travaillé notamment sur l'accès aux soins de santé et l'alimentation de détenus et l'hygiène dans l'intérieur de lieux de détention. Désormais, les détenus devraient bénéficier des mêmes soins sanitaires que les personnes ordinaires. Les participants émettent le souhait de voir l'application de ces textes pour une meilleure prise en charge des personnes détenues. Je pense que si tout ce qui vient d'être dit est mis en œuvre, nos malades détenus ne vont pas souffrir de quelque chose. Ils seront pris en charge correctement et il n'y aura aucun problème au niveau de nos maisons centrales. Nous avons la chance d'avoir ce protocole. Ça nous permet de prendre tout ce qui se passe dans les maisons centrales et ça nous permet quand même de bien travailler. Le protocole, s'il est mis en place, s'il y a les moyens qui accompagnent ce protocole, eh bien, on va constater qu'il y aura une diminution de la morbidité et même de la mortalité dans les prisons guinéennes. Les 2 départements ont pris l'engagement de travailler en synergie et de tout mettre en œuvre pour une application stricte de ces textes. En plus bref encore, négociations, syndicats, gouvernement, patronat. Les choses sérieuses semblent avoir débuté ce lundi. Une nouvelle rencontre avait lieu au ministère de la fonction publique et cette fois, l'aspect technique a été abordé. Les syndicalistes, au dire de leur porte-parole, ont fourni des documents au gouvernement qui a promis y réagir dans les 24 heures qui suivent. Les négociations se poursuivront demain mardi. Nous serons de la partie. Dans le même sillage, le combat contre la hausse du prix du carburant à la pompe est loin de voir son épilogue. Les forces sociales de Guinée ont encore de la force et elles comptent le faire savoir. Elles invitent les populations à rester mobilisées et qu'elles ne soient pas surtout influencées par certaines manœuvres
du gouvernement guinéen. Les activistes, à la faveur d'une assemblée générale, dimanche, ont réitéré leur engagement à mettre la pression pour le retour du prix du carburant à 8 000 francs guinéens à la pompe. Elles veulent mettre en place de nouvelles stratégies. Les explications, c'est avec Mohamed Damaro Camara et Aboulaye Camara. Ce dimanche, les forces sociales face aux citoyens ont rendu compte des actions menées jusqu'ici dans le cadre de la protestation contre la décision unilatérale du gouvernement concernant le prix du carburant. Il était important aujourd'hui qu'il y ait une assemblée afin que ceux qui sont au plus près des populations puissent venir échanger avec nous pour faire le point de tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant là, les écouter pour que nous ayons les regards critiques sur ce que nous sommes en train de faire. Le gouvernement guinéen reste toujours insensible au mouvement de protestation pour le retour du prix du carburant à 8 000 francs guinéens à la pompe. De leur côté, les forces sociales invitant les populations à ne pas céder à une quelconque manipulation promettent de maintenir la pression. Nous disons à la population de continuer à l'engagement, de continuer davantage à porter la voix des forces sociales à la base, parce que les actions qu'elles ont menées, ces actions ont porté ici et à l'international. Les manifestations, oui, parce que la loi leur confère, mais les activistes disent ne pas être fermés à un dialogue avec le gouvernement. Si le gouvernement nous appelle autour de la table pour dialoguer, on va dialoguer. Mais il faudrait qu'il sache qu'autour de ce dialogue-là, notre message est unique. Le carburant à 8 000. Les propositions faites par les citoyens à la faveur de l'Assemblée vont être examinées avant de définir un nouveau plan d'action. Et pour donner davantage de dynamisme à leur mouvement, les forces sociales misent sur une synergie d'action avec les centrales syndicales. Un accord de collaboration serait même en passe d'être signé. Sur un autre plan, les minéraux de développement en discussion à Conakry, le sable, le granit et les matériaux de construction divers étaient considérés comme des minéraux à faible valeur. Pourtant, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses. Seulement, les agents ont besoin d'être organisés et appuyés. Ce lundi, les institutions financières et les exploitants échangent pour qualifier le secteur. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori Kamara. Jusque-là, l'exploitation des minéraux de développement attirait peu du monde. Les retombées de l'activité non plus n'ont contribué à la croissance économique de la Guinée. Pourtant, la destruction de l'environnement est une évidence. Le gouvernement guinéen a l'intention de réorganiser le secteur et les institutions prêtes à appuyer les exploitants. Leur façon de faire ne contribue pas ni à l'économie nationale et contribue plutôt à la destruction de l'environnement. Et nous pensons que le facteur le plus contraignant, c'est surtout l'accès au financement, qui fait que les artisans démarrent avec leurs moyens propres, qui ne leur permettent pas d'acquérir les outils appropriés pour l'exploitation. Les exploitants bénéficient de la formation, de la réorganisation et surtout d'une assistance financière des institutions et banques. C'est un secteur très porteur, c'est aujourd'hui le secteur qui emploie beaucoup plus de personnes. Mais pour que le secteur soit fiable, pour que les promoteurs puissent être financés, si nous avons un fonds de garantie, le fonds de garantie peut permettre d'appuyer de façon plus efficace l'ensemble des opérateurs qui intéressent au secteur de... Le ministère des Mines estime que plus d'acteurs interviennent dans l'exploitation des minéraux de développement que de nombreux autres domaines miniers, d'où la mobilisation des partenaires pour accompagner les acteurs. Il convient de rappeler que fortement engagé pour éradiquer définitivement le mal qui mine le secteur, le gouvernement du président Alpha Condé, avec l'appui de nos partenaires ACP, Union européenne, PNUD, a voulu, à travers des études menées sur le terrain, poser les problématiques et identifier clairement les solutions idoines et s'engager dans leur mise en œuvre avec l'implication et la participation de tous. De nombreux jeunes promoteurs subissent des pertes énormes quand il y a perturbation des marchés. Cette formation va donc favoriser la réduction. Après les échauffourées de la semaine dernière dans la commune urbaine de Labé, entre citoyens et agents des forces de l'ordre, les activités ont repris ce lundi dans la cité de Karamoko Alpha Molabé. Les boutiques, les magasins et les banques ont rouvert avec une circulation fluide. Le constat c'est avec notre correspondant régional, Sali Bilali So.
Après les affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière entre manifestants et forces de l'ordre, les citoyens de la commune urbaine de l'Abbé ont vaqué paisiblement ce lundi 30 juillet 2018 à leurs occupations. Mais pour ces citoyens trouvés dans sa boutique, cette reprise ne sera que momentanée. Je crois que c'est une reprise momentanée, et une reprise qui n'est pas appelée à durer, dans la mesure où les gens sont déterminés à poursuivre la grève. C'est pour essayer de faire en sorte que les Guinéens arrêtent de vivre éternellement du jour au jour, qu'il est important de continuer à combattre. C'est-à-dire c'est un droit. Quand le gouvernement pose un acte qui n'est pas du tout conforme aux intérêts ou à l'intérêt général du peuple, il est important que le peuple s'élève pour dénoncer, utiliser les voies et les moyens pacifiques pour faire revenir le gouvernement à la raison, afin que les gens puissent vivre aisément. Les endroits réputés être chauds connaissent également une circulation dense et les commerces environnants sont également ouverts. Bien que surpris de cette affluence au marché central, Habib Baldé relativise. Ça a été une grande surprise, vu aussi que les syndicats peut-être n'avaient pas fait de déclaration hier. Donc ce matin, à la grande surprise, le marché a été ouvert et puis la circulation a repris normalement. Il y a déjà un accord en vue entre les syndicalistes et les forces sociales. Donc quand ce document de partenariat et de collaboration sera paraphé, je pense qu'ils vont lancer un nouveau mouvement pour la suite. Au même moment que la ville reprenait son allure habituelle, les responsables syndicaux et les autorités administratives étaient en conclave dans le bureau du gouverneur de région Sadou Keita pour évaluer les dégâts. Un bilan provisoire est déjà établi. Pour le moment, nous avons enregistré 20 véhicules qui sont caillassés, donc tous les vitres qui sont brisées. Nous avons eu 5 camions dont tous les vitres sont brisées. Nous avons eu un moteur qui a été incendié. Nous avons eu 10 motos qui sont endommagées. Les motos ont été endommagées dans le QG de Hokumburo. Nous avons eu 12 victimes de pertes de motos emportées par la sécurité. Donc 8 blessés, dont une personne par balle. Donc nous avons eu encore des vitres qui ont été brisées au niveau de la station de la garbature de Kouroula. Des vitres qui ont été brisées par les forces de l'ordre. On avait rencontré les autorités, y compris le gouverneur. Il nous avait dit d'aller faire une récapitulation des bilans et venir envers lui pour l'exposer. Donc pour le moment, nous sommes sur la même voie et nous partons vers lui pour lui montrer au moins le bilan provisoire. Comme annoncé dans les titres, les Maliens étaient appelés à aller voter hier dimanche. 24 candidats au total sont en lice pour accéder au palais présidentiel de Koulouba en Guinée. Ce sont 4386 électeurs qui étaient invités à faire valoir leur devoir civique. Le vote s'est déroulé dans le calme, sans incident. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souri Camara pour le reportage. 4386 électeurs maliens vivant en Guinée étaient aux urnes dimanche pour élire leur président. Ces électeurs sont repartis entre 17 bureaux de vote, dont 5 à Conakry. Ici, à l'ambassade de Mali en Guinée, 2188 sont sur la liste. Le président de la CENI est strict sur les consignes. Nous y avions demandé aux représentants des partis politiques ou des candidats, aux membres du bureau de vote, de respecter scrupuleusement la loi électorale. Chaque électeur doit être muni de sa carte d'électeur, être sur la liste d'émargement, rentrer dans l'isoloir pour accomplir son droit. Et pour le moment, c'est ce qui est en train de se passer. Le vote s'est déroulé à la satisfaction des autorités diplomatiques. C'est des sentiments de joie parce qu'il y a un engouement des Maliens pour le vote. Tous ceux qui ont en tout cas retiré leur carte vont voter. Ces élections marquent un tournant décisif dans l'histoire démocratique du Mali. Les citoyens se disent satisfaits de la maturité qui a primé lors de ce vote. Le vote, c'est un peu c'est la crème de la démocratie. Ça nous permet quand même de choisir le président de la République. Ce mois est très important. Élire son chef, eh bien, ça veut dire que ça te donne un pouvoir qui fait que vraiment, ça doit être une joie pour exprimer. Comme on le dit, c'est une fête de la démocratie.
Selon les dernières informations, le résultat issu des 5 bureaux de vote de Conakry, le président sortant Ibeka arrive en tête avec 646 voix. Son challenger Soumaïla Cissé arrive en deuxième position avec 469 voix. Dieynaba Ndiaye, la seule femme parmi les 24 candidats, arrive en troisième position avec 251 voix. Direction le Mali, le candidat de la coalition Cheikh Modibo Diarra a accompli son devoir civique dimanche matin à l'école primaire de Souleymane Bougui. L'ancien Premier ministre et candidat du Rassemblement pour le développement du Mali a invité tous les Maliens à aller voter en sa faveur. Idriss Abari. C'est aux environs de 10 heures que le candidat du Rassemblement pour le développement du Mali a fait son entrée dans l'enceinte de l'école primaire de Souleymane Bougou. Après avoir fait voter sa femme dans ce bureau de vote, Cheikh Modibo Diarra s'est lui aussi dirigé dans le bureau numéro 2 pour accomplir son devoir civique. Ensuite, l'ancien Premier ministre sous la transition a invité ses compatriotes à choisir celui qui devra diriger leur destin commun pour les 5 prochaines années. Je suis très content d'y avoir participé et j'espère que le plus grand nombre de mes compatriotes vont y participer. Parce que c'est en sortant un grand nombre que nous pourrons mettre en place un président bien élu. J'ajoute le mot bien, parce que pour la communauté internationale, lorsque quelqu'un est élu avec un taux de participation grand, cette personne est bien élue et est écoutée. Mais lorsque le pays ne participe pas à cet exercice démocratique et que nous avons des taux de participation de 20% ou en deçà, ça donne des difficultés à nos dirigeants. Donc j'exhorte systématiquement tous mes compatriotes à sortir aujourd'hui et à aller voter massivement. Quelques jours avant cette échéance électorale, l'opposition émettait des craintes quant à la fiabilité du fichier électoral. Sur ces inquiétudes liées à la crédibilité de cette élection, l'astrophysicien estime qu'il est très tôt de se prononcer sur ce processus. Apparemment, le problème n'est plus celui du fichier. Le seul problème qui reste maintenant, il y avait deux problèmes. Il y avait le problème des procurations qui normalement devraient être limitées, n'est-ce pas, à 2 personnes qui sont dans le même bureau de vote que la personne qui a la procuration. Et ça avait été relu pour dire que les gens n'ont pas besoin d'être dans le même bureau de vote, mais simplement sur la même liste. Et ça a été recorrigé hier par le Premier ministre à la demande des gens. La seule chose qui reste maintenant, ce sont les endroits où il n'y a pas la présence de l'État. Dans ces zones-là où les cartes ont été retirées quand même. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a eu des élections et qui a supervisé ces élections? Voilà la dernière question qui reste. Je vous remercie. Pour cette présidentielle, ils sont 24 concurrents dont une femme, y compris le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, a aspiré diriger les destinées du Mali pour les 5 prochaines années. Au Mali toujours, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote et pendant que les dépouillements se poursuivaient, le directoire de campagne de Soumaïla Cissé a animé un point de presse à son siège. Selon Thiébile Dramé, la journée de vote a été émaillée de plusieurs irrégularités. Il n'a cependant pas précisé que cela peut entacher la crédibilité de cette élection. Idriss Abari encore. Le directeur de campagne de l'URD, parti du chef de file de l'opposition malienne, a d'entrée de jeu félicité les Maliens pour leur mobilisation en faveur de cette élection présidentielle. Ensuite, il a déploré les incidents survenus dans certaines localités du nord et du centre où les opérations de vote ont connu plusieurs dysfonctionnements dus à la vandalisation et à la destruction de certains kits électoraux par des groupes armés. Selon Thiébile Dramé, sur les 23 000 bureaux de vote du pays, il n'y a pas eu de vote dans plus de 600 bureaux dans ces zones. Ce motif de satisfaction légitime ne saurait cependant occulter les graves et les nombreux incidents qui ont émaillé ces opérations de vote et qui ont même empêché la tenue du scrutin dans des dizaines de localités du pays, notamment au nord et au centre. Nous déplorons le fait que l'État ait failli à sa mission de sécurisation du scrutin, en dépit du déploiement annoncé de plus de 30 000 agents des forces de sécurité. Et exhortons les autorités à en tirer toutes les conséquences. Le vote
n'a pu se tenir dans au moins 644 bureaux de vote à travers le pays, selon le recensement provisoire effectué par l'administration territoriale. Du côté de la délégation générale aux élections dirigée par le général Lassiaka Sangaré, le Mali a encore démontré sa maturité démocratique. Il reconnaît que des incidents ont été enregistrés dans certaines localités, mais précise que cela n'a aucun impact sur la crédibilité du vote. Sur le plan organisationnel, il faut reconnaître que ça a été une réussite. On a pu relever le défi. Donc les gens ont été votés dans la paix, dans le calme, dans la sérénité, mais il y a eu quelques incidents à l'intérieur et au nord. Ces incidents n'ont aucune incidence sur la crédibilité du scrutin d'aujourd'hui. Pour l'heure, les opérations de centralisation du vote sont en cours. Difficile pour le moment de définir une tendance sur ces élections présidentielles. Merci à Idriss Sabari et à toute l'équipe de nos envoyés spéciaux pour ces éléments de reportage. Brève imagée en Guinée pour clore ce journal. Ceci est une information d'ordre social. Un enfant âgé de 8 ans, ici en image, a perdu de vue ses parents depuis quelques jours. Il se nomme Alseni Bari et désigne ses parents par les prénoms et noms. Sekou et Awa Diallo. Pour ce qui est de son quartier d'habitation, l'enfant parle de la cité de l'air à Gbessia. La police routière de Matoto l'a retrouvé il y a 2 jours. Ses parents, s'ils le reconnaissent à travers cette information et ces images, peuvent se signaler à la police de proximité de Gbessia qui a pu être contactée par la sécurité routière ce lundi. Voici comment s'achève cette édition d'information. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Au revoir.